Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happy Visio pour cette nouvelle visioconférence en direct Les bienfaits du sport sur la santé physique et mentale. Une visioconférence proposée par la MMJ, Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, et pour laquelle nous retrouvons aujourd'hui Tani Perrault-Ramirez qui est avec nous. Bonjour à vous Tani. Bonjour Rémi et bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle visioconférence. Vous avez votre document de présentation qui s'affiche à l'écran. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît en quelques mots vous présenter? Tout à fait, je vous remercie Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tani Perrault-Ramirez, je suis consultante et formatrice spécialisée sur les problématiques de gestion de l'équilibre de la santé physique et mentale au travail. On va travailler sur les problématiques de prévention, du burn-out, des formes d'épuisement et de désengagement qu'on peut vivre dans nos vies professionnelles à toute allure. Et évidemment, dans ce prisme, la partie activité physique va être essentielle dans nos métiers qui sont souvent très sédentaires. C'est pas une problématique à sous-estimer. Donc je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous partager des points clés sur cette thématique si essentielle. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir et je crois que vous aviez déjà une première question à poser à nos participants dans la salle. Effectivement, il est 13 heures un jeudi et je voulais vous demander comment allez-vous déjà? Quel est votre niveau d'énergie, aujourd'hui? Comme ça, je cale aussi mon énergie sur vos besoins. S'il faut, lever un petit peu l'énergie, pendant cette pause déjeuner. Je vous remercie déjà, je vous félicite d'être là, et de prendre ce temps, ensemble pour parler, de cette problématique. Et regardons un petit peu, 1, c'est, j'ai pas beaucoup d'énergie, 5, c'est vraiment, je vais super bien. Il n'y a absolument pas de jugement ici. Ça me permet d'ajuster ma propre énergie, ma propre animation, à vous. OK, Merci donc on beaucoup. Effectivement, merci à tout le monde d'avoir répondu à ce sondage et merci de nous offrir cette opportunité de nous exprimer, Tani. Alors, merci à tout le monde pour les réponses. On a quand même une majorité qui va se définir entre 3 et 4 au niveau de la forme du jour aujourd'hui. On a quelques personnes qui sont à 2 et une personne qui est à 5. Donc, c'est quand même assez éclectique, mais la majorité est dans une forme, on va dire, relativement moyenne. oui, on a une énergie de fin de semaine, ça se comprend. Puis c'est la pause déj, l'énergie redescend, puis peut-être elle repartira un petit peu, en début d'après-midi. En tout cas, on va essayer de vous y accompagner, avec cette conférence. Merci beaucoup. Bonne conférence à vous et à tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup, Ami. Effectivement, on aura un temps de questions-réponses sur la fin. Donc surtout, n'hésitez pas à noter les points qui vous paraissent les plus essentiels et à les partager aussi dans le chat, à poser vos questions. Comme ça, on prendra le temps d'y répondre tout à l'heure. Mais déjà, qu'est-ce qui nous attend? On va aborder 3 grandes étapes dans cette conférence. On va déjà définir ensemble. On entend tous parler, de santé physique, de santé mentale. On parle de plus en plus de santé mentale, dans nos sociétés et c'est tant mieux, notamment depuis le covid. Pour autant, ça va être important, de vraiment, poser des mots et partager une définition commune pour pouvoir avancer sur, des outils et des solutions concrètes pour réintégrer le mouvement dans notre quotidien, en comprenant les bienfaits qu'ils vont apporter, qui vont bien au-delà de ce qu'on appelle le summer body. On n'est absolument pas là pour ça. On est vraiment là pour parler, de mieux-être au quotidien et vraiment d'aller, rechercher notre, potentiel de bien-être, peu importe notre âge, et nos enjeux, quotidiens. Donc 2e étape, explorer et puis enfin agir concrètement, sur la base de tout ce qu'on aura vu ensemble en conférence. Comment je passe à l'action? Qu'est-ce que je peux commencer à faire dès cet après-midi pour passer d'un niveau d'énergie de 3 à un niveau d'énergie à 5? Je vous propose sans plus attendre de démarrer. Donc on va commencer par définir et définir déjà, ça va être poser un mot sur quels sont les bienfaits déjà pour vous quand vous entendez quand on entend parler de santé, de sport, d'activité physique? Commencez déjà à mettre en mots avec vos termes ce que ça vous évoque. Est-ce qu'il y a des mots-clés particuliers déjà, qui vous viennent? Ce sur quoi on va pouvoir, rebondir, sur des définitions un peu plus officielles et déjà voir si ça rentre en interaction ou pas. Pourquoi je vous invite à faire ça? C'est parce que c'est assez intéressant de voir comment la définition même de la santé a évolué à travers l'histoire. En effet, on considère qu'il y a 3 grands paradigmes, qui ont marqué la définition de ce concept. Heu, Historiquement, on a démarré par parler de santé comme la prévention de la mortalité. Là, je vous parle encore du Moyen Âge. La médecine avait pour rôle de prévenir la mort, et donc vraiment d'intervenir en dernier recours, quand on était dans des situations compliquées. On arrive au XXe siècle avec, plutôt l'absence de maladie.
Être en bonne santé, ça veut dire ne pas être malade. Donc finalement, on attend d'être malade pour s'occuper de sa santé. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans cette définition, c'était peut-être la vôtre aujourd'hui et c'est OK, ça fait vraiment partie du langage commun. Pourtant, officiellement, l'OMS aujourd'hui détient une nouvelle et promeut une nouvelle définition qui nous dit: être en bonne santé, c'est bien plus que ne pas être malade. Être en bonne santé, c'est être dans un état de bien-être intégral. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'OMS nous dit: la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social total, qui ne se limite pas à l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, on va venir aborder quelque chose de global où, comme vous pouvez le voir dans cette définition, il n'y a pas de distinction entre santé physique et mentale. Elles sont complètement reliées. Et évidemment, vont être déterminées aussi par l'environnement dans lequel nous sommes. Vous avez entendu parler tout à l'heure d'une conférence sur l'éco-anxiété. Évidemment, le contexte dans lequel on est, que ce soit le contexte social, environnemental, économique, va jouer sur notre santé mentale et donc de fait sur notre santé physique. Donc on va déjà poser une définition très holistique, très complète. Tout est lié. Il n'y a pas d'un côté le mental et d'autre côté le corps. Tout est lié. Ça va être important pour ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la santé est au croisement d'influences plurielles. Déjà, c'est le prisme individuel. Comment moi j'agis dans mon hygiène de vie quotidienne. Et c'est là-dessus qu'on va jouer évidemment aujourd'hui. Ce qui me permettra de mieux réagir et de créer une résilience plus forte par rapport à des influences environnementales, systémiques et un contexte international plus fort. J'aime partager également le fait que en Europe, par rapport à d'autres pays en voie de développement, notre capacité d'influence sur l'individuel peut avoir un impact extrêmement fort sur la qualité de notre santé physique et mentale, bien plus, comme vous pourrez l'imaginer, que dans des pays qui sont en plus grande fragilité. Aujourd'hui, évidemment, vous êtes un migrant, un réfugié politique, ou tout simplement vous vivez dans un pays en voie de développement, ce sera beaucoup plus difficile d'agir sur l'individuel tellement les influences extérieures sont fortes sur votre santé. Je ne dis pas que la situation est parfaite en Europe, pour autant, on considère que la capacité d'agir sur le prisme individuel a un meilleur impact, une vraie capacité d'impact sur notre santé physique et mentale. Et donc c'est là-dessus qu'on va faire le focus aujourd'hui pour être capable d'améliorer notre qualité de vie de manière totale. Et pour ça déjà, je vous le disais à l'instant, il faut vraiment comprendre que santé physique et santé mentale ne peuvent pas être dissociées. C'est très bien de parler davantage de santé mentale, mais tout ne se passe pas par la tête. Tout est lié. Quand on parle de santé mentale, de quoi on parle? La santé mentale, c'est la dimension de notre santé qui se rapporte à notre ressenti. Ce qu'on va appeler être en bonne santé mentale, c'est finalement avoir une bonne résilience émotionnelle. Je suis capable de comprendre mes émotions qui sont une information de mon système nerveux, une information de mon cerveau pour qualifier une situation. Et je suis capable d'en tirer une information, de les suivre ou de ne pas les suivre, mais en tout cas, je suis capable de gérer mes compétences émotionnelles, développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. J'ai une émotion, je l'accepte, j'en fais quelque chose. De l'autre côté, la santé physique, être en santé physique, c'est permettre au corps de fonctionner de manière régulière et harmonieuse. Permettre à chacun de nos organes, à chacun de nos systèmes corporels, on va en parler dans un instant, de fonctionner de manière régulière et harmonieuse. C'est le terme officiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on adresse nos besoins physiologiques essentiels, ce qui veut dire bouger suffisamment, ce qui veut dire s'alimenter et s'hydrater à la hauteur de nos besoins et dormir suffisamment. C'est vraiment les piliers de base. Un déséquilibre de la santé mentale va venir affecter la santé physique et inversement. Les deux sont toujours liés. Donc on peut avoir des problèmes de santé physique qui viennent de la santé mentale et on peut, à l'inverse, avoir des problématiques de santé mentale qui, à la base, viennent de la santé physique. Vous pensez à quelqu'un qui a des douleurs chroniques. Quelqu'un qui a des douleurs chroniques peut avoir des syndromes dépressifs à force de vivre avec la douleur. Ça paraît assez logique. Et à l'inverse, quelqu'un qui ne va pas très bien sur le point moral va avoir tendance, vous l'imaginez bien, à avoir un corps qui se referme, des tensions qui vont venir se former. Le corps, il nous montre beaucoup aussi notre état moral. Donc, ce qui va être super important pendant l'ensemble de l'atelier ici, c'est vraiment de se dire que les deux sont liés, ce qui veut dire aussi que la réponse aux problématiques de santé physique et mentale peuvent se faire aussi par cet autre pilier.
Si vous avez des problèmes de santé physique, vous pouvez commencer à y répondre par de la santé mentale. Et inversement, les problématiques de santé mentale peuvent trouver réponse par la santé physique. Aujourd'hui, on va faire un focus très corporel qui peut effectivement être une réponse déterminante à vos enjeux de santé physique et de santé mentale. Ça ne veut pas dire que ça règle tout. Par contre, ça fait vraiment avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où on met du mouvement dans notre quotidien, ce pourquoi notre corps est designé, on vient impacter positivement nos 11 systèmes corporels. Pour lire le corps d'un point de vue anatomique, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais simplement pour notre culture générale, il faut vraiment se dire que, à travers le mouvement, et on va voir comment, et peu importe la nature du mouvement, on vient influencer positivement chacun de nos systèmes corporels. Quelques exemples, votre système digestif, votre système musculaire, votre système lymphatique, endocrinien, nerveux, bref. L'idée, c'est de se dire que quand vous bougez, quand vous prenez du temps pour faire du sport et vous vous sentez certainement mieux après, vous n'êtes pas seulement en train de vous muscler ou de perdre du poids, ou peut-être de libérer de l'anxiété. Des fois, ça fait du bien aussi pour décompresser. Vous êtes vraiment en train d'avoir un impact positif sur l'ensemble de vos systèmes corporels. Vous contribuez à une meilleure densité osseuse, vous contribuez à un meilleur système circulatoire, vous contribuez à un meilleur système respiratoire. L'impact est absolument colossal et il est multidimensionnel. Donc même si on ne voit pas et on ne ressent pas chacun des prismes des différents systèmes corporels, l'impact, il est là et il est prouvé. Pour l'OMS, donc c'est vraiment la vision qui est défendue par l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'on va appeler du sport, c'est vraiment tout mouvement corporel produit par les muscles et le système squelettique qui va requérir de dépenser une énergie supérieure à celle du repos. Pourquoi c'est important de préciser ça? C'est que des fois, on a l'impression que intégrer du sport à son quotidien, ça veut dire passer 1 heure à la salle, ou faire 1 heure de cours de sport, X fois par semaine. On n'est pas obligé d'arriver jusque-là. Si vous démarrez de «loin» entre guillemets, que vous avez plutôt un mode de vie sédentaire, c'est OK, c'est pas grave, d'accord? C'est le cas d'énormément de personnes. Pour autant, commencer à intégrer du mouvement même à petite dose du quotidien, c'est déjà intégrer du sport dans son quotidien et c'est déjà apporter des bénéfices à l'ensemble de nos systèmes corporels. Donc on va continuer à creuser tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on cherche quand on vient dépenser une énergie supplémentaire à celle qu'on a, quand on est au repos? Évidemment, même au repos, nos systèmes corporels tournent, d'accord? Et ils utilisent une certaine énergie. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche à mettre du mouvement? Eh bien, on va chercher un trio. Le trio magique pour répondre aux besoins de l'ensemble de nos systèmes corporels sont les suivants. De la force. Donc ça veut dire travailler en musculation. D'accord? On veut des muscles forts pour notamment tenir le système ostéo-articulaire et musculaire. Notre corps est pensé pour être tenu par les muscles. D'accord? Souvent, les troubles du dos, par exemple, sont liés à une faiblesse musculaire du dos qui, à la base, est programmée pour tout tenir. À force d'être assis toute la journée, de ne plus renforcer le dos, nos muscles sont trop faibles, ça va créer des compensations dans la zone lombaire et on se retrouve avec des douleurs chroniques. Donc à la base, ça montre qu'on n'est pas en train de répondre aux besoins physiologiques de base, qui est de dire le dos doit être un ensemble de muscles qui est fort pour tenir le système. Oui, et on va rentrer un petit peu dans le détail, d'accord? Mais en tout cas, ça, c'est le premier pilier, le pilier de la force. Ensuite, le pilier de la souplesse, d'accord? Il ne faut pas juste être fort. Aller faire du renforcement musculaire à la salle, c'est très bien, mais c'est insuffisant. Si on veut vraiment un corps en bonne santé, il faut également travailler sa souplesse pour permettre de bien oxygéner ses muscles, de donner une belle mobilité et donc de l'autonomie à nos articulations. La souplesse est vraiment une garantie de qualité de vie jusqu'à un âge avancé. Souvent, les problématiques qu'on va voir chez les personnes âgées, ça va être un début de troubles de la mobilité qui peuvent être également produits par de l'ostéoporose, ce type de maladies-là, qui peuvent être limitées, prévenues par de la mobilité régulière. D'accord? Donc la souplesse va vraiment jouer un rôle extrêmement fort. Et enfin, un peu comme tout autre muscle, il y a un organe en particulier qu'on veut fort, et ça, vous le savez,
je l'imagine très bien, c'est le cœur. Évidemment, on a besoin dans notre triptyque de cardio. On a besoin de muscler notre cœur, à bien travailler, parce qu'à partir du moment où le système circulatoire tourne bien, vous avez une bonne oxygénation et les différents systèmes corporels peuvent fonctionner de manière régulière et harmonieuse. Si on ne travaille pas son cœur, c'est un muscle qui est faible et donc il peut avoir plus de difficultés à jouer ses fonctions, d'autant plus sous l'effort. Donc 3 piliers essentiels quand vous réfléchissez à comment mettre du mouvement dans mon quotidien. Ces 3 piliers, ils vont avoir notamment un impact essentiel sur le système musculo-squelettique. À nouveau, je vous disais, ça permet de tenir la structure ostéo-articulaire dont on a besoin pour être en bonne santé, pour être bien, pour ne pas avoir de douleur et pour permettre une bonne énergie. C'est également une très bonne manière de prévenir ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc le fait que naturellement, avec l'âge, on perd en masse musculaire. Plus on perd en masse musculaire, plus on devient vulnérable et plus fragile au risque de chute. Et puis à nouveau, on parle d'autonomie dans notre société. Protéger le système musculo-squelettique, c'est garantir son autonomie, ne serait-ce que physiologique, longtemps. Le système nerveux, pourquoi? Parce qu'avec une bonne proprioception, une bonne lecture de soi, on favorise une meilleure connexion neuromusculaire. Et à nouveau, ça c'est une bonne autonomie physiologique, mais également une bonne santé mentale. Un système nerveux qui se régule mieux, qui passe de ce qu'on appelle le système sympathique, donc votre système nerveux quand vous êtes en situation de stress, à un système parasympathique qui est votre système nerveux quand tout va bien, quand vous êtes dans un état plutôt de calme. D'accord? Donc c'est un très bon régulateur de votre système nerveux. On va évidemment venir prévenir les blessures, prévenir les problématiques cardiovasculaires, optimiser votre circulation sanguine et renforcer votre métabolisme pour être sûr de ne pas prendre du poids inutilement. Voilà. Donc la base, le point à retenir, c'est ce trio force, souplesse, cardio. Quand on parle de sport au service de votre santé, c'est ces 3 mots-clés qui doivent apparaître. Voilà pour la définition. Voyez déjà si à ce stade, il y a des questions qui émergent. N'hésitez pas déjà à les partager dans le chat, qu'on puisse venir y répondre tout à l'heure pendant le temps de questions-réponses. Maintenant, allons un cran plus loin. Partons dans l'étape 2 de cet atelier et allons explorer. Pourquoi on parle de ces enjeux? Pourquoi ils sont si forts? Ok, on sait qu'il faut faire du sport. Pour autant, on est très souvent tous très occupés. On a des métiers très prenants. On a des modes de vie parfois aussi urbains ou pas, mais qui sont très chronophages, où le temps nous manque. On a des vies de famille aussi, des fois, qui ne nous permettent pas de libérer beaucoup de temps personnel. Donc pourquoi on en parle de cet enjeu? Le premier, c'est que un des grands maux de la société, on peut même en parler en termes de grandes causes nationales pour la santé mentale. Il y a une autre grande cause nationale qui est la sédentarité. La sédentarité, donc le fait de passer une majorité de temps assis et donc sans mobiliser ces différents systèmes corporels justement, en tout cas système notamment musculaire, cardiaque, c'est que c'est le 4e facteur de risque de mortalité mondial. D'accord? C'est le premier facteur de troubles musculo-squelettiques qui notamment dans le monde du travail sont la première source d'arrêt maladie. Donc la sédentarité, c'est vraiment un mot. On est derrière nos ordinateurs toute la journée, on est assis à la maison, on n'a plus on prend les transports ou la voiture. Le risque, c'est vraiment d'avoir des quotidiens où on bouge trop peu par rapport à nos besoins physiologiques. On va vraiment parler ensemble en termes de besoins physiologiques essentiels et besoins psychologiques essentiels, d'accord? Et donc déjà d'un point de vue physiologique, notre corps est pensé, il est designé pour bouger. Donc c'est vraiment un peu contre nature que de demander au corps de ne plus bouger. Ce qui est intéressant, c'est que notre corps s'adapte à l'environnement dans lequel il est. D'accord? C'est assez intéressant de voir, quelqu'un qui va commencer à être tout le temps dans l'arrondi pour des raisons morales, physiologiques, de douleur ou quoi. Son corps va s'adapter à ça et il va compenser. D'accord? Donc vraiment, on va voir des changements, même, musculaires, organiques, dans les fascias, les tissus conjonctifs qui entourent les muscles. On va commencer à avoir des tensions qui vont se fixer et vraiment des zones qui vont être moins oxygénées. On va impacter la circulation sanguine dans certains espaces parce qu'on n'utilise pas cette partie du corps. Donc le corps, il est intelligent en fait, il optimise en fonction de ce qu'on lui propose. Donc effectivement, si vous lui dites que vous n'avez pas besoin de beaucoup bouger, eh ben, il ne va pas du tout vous alimenter entre guillemets de la même manière. Et donc il normalise cette chose-là, ce qui veut dire que demain, vous décidez de remettre de l'activité physique,
c'est lui demander à nouveau de s'adapter, donc c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc la difficulté, elle est normale. Pour autant, il y a un vrai sujet parce qu'il y a un vrai potentiel de mieux-être au quotidien, qui est là, et qui nous permet vraiment d'activer le corps pour ce pourquoi il a été programmé. Donc sédentarité, facteur de risque absolument colossal. Aujourd'hui, on estime qu'1 adulte sur 4 dans le monde n'atteint pas le niveau d'activité physique qui est recommandé. Et à nouveau, quand on dit activité physique, c'est juste bouger suffisamment. Ça peut vouloir dire marcher suffisamment au quotidien. Et beaucoup plus alarmant que ça, plus de 9 adultes sur 10, en France cette fois-ci, ça c'est l'ANSES qui le dit, est exposé à des risques de détérioration de sa santé par manque d'activité physique. On est tous concernés. On est absolument tous concernés et à tous les âges. Donc effectivement, peut-être que pour les tranches, on a une partie des personnes connectées aujourd'hui qui sont dans une tranche d'âge un peu plus jeune. Donc des fois, peut-être pas encore confrontées à la vie familiale ou à une gestion du temps qui est un petit peu différente, mais on peut la trouver très tôt, cette difficulté. Et puis surtout, elle peut être très importante en fonction des tranches d'âge, avec un impact vraiment non négligeable sur notre santé, sur notre qualité de vie. Enfin, c'est un vrai coût. On estime que l'inactivité physique représente 1,3 milliard d'euros par an en frais de santé, directs. Je ne parle même pas des frais indirects. Donc en fait, que ce soit à l'échelle individuelle de notre qualité de vie, que ce soit à l'échelle sociétale et de notre système de santé, ne pas rendre l'activité physique un pilier central de notre mode de vie est absolument catastrophique. Donc, on n'est pas là pour se fouetter, d'accord? Je suis pas là pour, on n'est pas là pour se juger. On est simplement là pour rappeler à quel point cette problématique est importante, à tous les niveaux. Ce qu'on sait moins, parce que ça vous en avez sûrement entendu parler, ce qu'on sait moins, c'est que derrière, cette faiblesse musculaire, chronique, je vous le disais à l'instant, va créer des troubles musculo-squelettiques, donc des douleurs chroniques qui autrement n'auraient pas été là, qui est aussi la première source d'arrêt maladie en France. Qui va provoquer également une mauvaise oxygénation, d'accord, du cerveau, des différents systèmes corporels, des muscles, etc. Tout ça va avoir un impact immédiat sur notre cognition et sur notre niveau d'énergie. Donc des fois, on se dit: «Non, mais en fait, je m'y mets pas, je bouge pas assez parce que je suis tout le temps fatiguée». Et effectivement, c'est difficile, hein, de se mobiliser quand on est fatigué, mais en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que le mouvement va redonner de l'énergie, d'accord? Ça va pas en prendre, ça va en donner. Aussi, dans nos quotidiens, avec autant de facteurs de stress, ça ne nous aide pas à gérer efficacement le stress. Le stress, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose d'absolument naturel, c'est quelque chose de nécessaire, qui permet à notre corps et à notre cerveau de s'adapter à des situations de risque. À partir du moment où on a un corps qui est mal oxygéné, qui est sous tension constante, parce qu'on ne vient pas libérer les tensions par le mouvement, on va se retrouver à nouveau avec des douleurs chroniques, une difficulté à gérer le stress parce que mauvaise régulation du système nerveux. On peut se retrouver avec de l'anxiété, des troubles du sommeil, bref, en fait, des troubles au niveau des différents systèmes corporels où, au lieu de sortir du stress une fois qu'on est sorti de la zone de «risque» entre guillemets, on va rester dedans. D'accord? Parce qu'on a des systèmes corporels qui sont trop fragilisés et qui ne sont pas assez activés pour fonctionner de manière optimale, de manière régulière et harmonieuse. Donc pareil, en fait, on va en parler, mais s'occuper de sa santé physique, c'est devenir meilleur dans sa gestion du stress. Et on en a tous besoin. On est tous soumis à des hauts, à des bas, ça c'est la vie, il n'y a pas de vie non stressante. Par contre, on peut devenir très intelligent dans notre manière de gérer le stress. Et le premier pilier pour faire ça, déjà, c'est de donner au corps les ressources pour gérer le stress. Et ça, déjà, c'est l'activité physique. Donc souvent, si vous sentez que vous avez du mal à gérer votre stress au quotidien, posez-vous la question, est-ce que j'adresse mes besoins physiologiques essentiels? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je dors bien? Mais est-ce que je bouge assez? Et souvent, ne serait-ce que par le mouvement, et on va en parler, des fois, c'est pas très compliqué, ça peut faire une énorme différence. Donc avant d'aller sur la gestion du stress spécifique, on commence par: est-ce que j'ai adressé mes besoins essentiels? Parce que cette activité, elle a des effets à 2 niveaux. Déjà, elle a des effets qui sont immédiats. Ça, c'est génial. Dans nos sociétés, on aime l'immédiateté. Donc déjà, je vous rassure là-dessus. On n'a pas besoin de faire 10 séances de sport pour sentir une différence. On va immédiatement observer une amélioration de la circulation sanguine et donc de l'oxygénation cellulaire.
Donc déjà, tous nos systèmes corporels sont heureux. Au niveau cognitif, on est tout de suite plus présent. Le renforcement musculaire et osseux, il est immédiat également. Les effets, ils sont immédiatement évalués. Donc même chose, pas besoin de 10 séances pour se dire qu'on est en meilleure santé. Même si vous n'avez pas le corps musclé, d'ailleurs, dans la caricature qu'on peut avoir d'un corps sportif, ce qui n'est absolument pas le but, hein. On veut un corps en bonne santé. Le corps dessiné, c'est autre chose, c'est esthétique. Mais un corps en bonne santé et qui se muscle et qui est fort, on agit positivement sur cet effet-là dès la première séance, d'accord? Dès la première session d'activité, dès les premières routines mises en place dans le quotidien, même si elles sont brèves. On améliore immédiatement la qualité du sommeil, évidemment, et on considère, même les études nous montrent qu'on améliore le temps d'endormissement, qui est un gros sujet, souvent on a du mal à déconnecter. Le fait d'avoir bougé pendant la journée, ça favorise la production de mélatonine le soir, qui permet un endormissement efficace, qui est en tout cas le neurotransmetteur qui nous endort, qui a cette action d'endormissement. Elle va stimuler cette activité physique, notre système immunitaire. D'accord? Donc en gros, une meilleure résistance aux virus, aux bactéries qui sont un peu partout. Et typiquement, un des exemples qui sont souvent cités, c'est l'impact sur les infections respiratoires. C'est évidemment un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous montrer. Une réduction de 50%, c'est assez énorme. Si vous tombez malade régulièrement, et même chose, dans nos vies très intenses, ça peut arriver. Donc vous avez une faiblesse immunitaire à ce moment-là. Un des leviers pour répondre à ça, c'est de bouger plus. D'accord. Enfin, on améliore notre posture et derrière, on va réduire nos douleurs chroniques. Et ça, c'est immédiat. D'accord? Il ne faut pas s'attendre, on n'a pas besoin d'attendre 10 séances pour avoir un effet. Sur le long terme, on a un effet évalué sur les maladies cardiovasculaires. Effectivement, si vous commencez à muscler votre cœur, il sera en bonne santé beaucoup plus longtemps. On va avoir un impact même dans les risques de cancer, dans les risques de diabète de type 2. On va avoir un effet sur le ralentissement du vieillissement cellulaire. C'est absolument énorme. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, le corps s'adapte à l'environnement. Et tant qu'il est stimulé, tant qu'on lui donne les ressources pour se renouveler et être stimulé positivement, le corps s'adapte. Il est intelligent. Et enfin, par un maintien de l'endocité osseuse, on vient prévenir des maladies telles que l'ostéoporose, qui sont finalement des vrais facteurs d'autonomie, un jeu sociétal absolument énorme. Donc ça passe déjà par cette activité physique qui est extrêmement bénéfique. Évidemment, qui dit prévenir des maladies comme celles qui sont citées ici, dit également prévenir tous les maux de santé mentale qui peuvent être liés. Quelqu'un qui a un diabète de type 2, quelqu'un qui commence à développer des maladies cardiovasculaires, va voir sa qualité de vie diminuer, ce qui va avoir un impact sur son moral immédiat. Donc évidemment, qui dit prévenir tout ça, dit créer un cercle vertueux. Intéressant. On observe jusqu'à 30% de réduction des symptômes d'anxiété et de dépression pour les personnes qui engagent une activité physique régulière. On va également, et ça vous l'avez forcément ressenti, la libération d'endorphines. Pourquoi on se sent bien quand on sort d'une activité physique? C'est parce qu'on va stimuler les endorphines qui font partie de ces fameuses hormones du bonheur. On va renforcer nos fonctions cognitives dans nos métiers ou ne serait-ce que dans le quotidien. À nouveau, on est dans des quotidiens très exigeants, qu'on soit en activité ou pas d'ailleurs. Donc nos fonctions cognitives, c'est le pilier de notre quotidien et on voit une augmentation de notre capacité de concentration. On voit une baisse du taux de cortisol dans le corps, qui est l'hormone du stress, qui est à nouveau très pratique pour répondre à un risque, qui est très mauvaise si elle reste trop longtemps dans le corps. Donc on veut être bon dans notre gestion du stress. Le sport, ça a un effet immédiat. Et enfin, on voit aussi que les personnes qui pratiquent une activité physique de manière régulière vont avoir un ressenti, une auto-estime, une confiance en soi qui est bien plus importante. Qui dit meilleure confiance en soi, dit aussi meilleure santé mentale. D'accord? Moins de questionnement, moins de remise en question et moins de dépendance vis-à-vis du regard des autres, ce qui est quand même plutôt sympa. On est quand même sur un sans faute, quelque chose d'extrêmement positif. Maintenant, en fonction de nos tranches d'âge, finalement, faire une activité physique régulière, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Si vous avez, par exemple, des enfants ou des ados, on va leur recommander 60 minutes par jour d'activité modérée et intense. D'accord?
Pourquoi? Parce que leurs besoins physiologiques essentiels sont supérieurs aux nôtres, à ce moment-là, de croissance et de développement. Pour les adultes, qu'on va estimer entre 18 et 64 ans, ce sont les normes officielles, hein, on va recommander 150 à 300 minutes d'activité modérée ou 1h15 à 2h30 d'activité intense par semaine. Donc à nouveau, c'est sur une semaine. Si vous décortiquez sur un petit peu tous les jours, et on va en parler de manière concrète, c'est pas si énorme. C'est pas si énorme que ça. Mais en tout cas, ça, c'est la recommandation de base. Ça fait grosso modo 2 sessions par semaine, hein. 2 à 3 sessions par semaine, qu'on peut faire à la maison, en extérieur, seul ou accompagné, peu importe. Mais en tout cas, c'est ça un besoin physiologique essentiel en termes d'activité. Modéré et intense va dépendre de vos pratiques initiales. Si vous êtes déjà sportif dans l'âme, bon bah, l'intensité va être plus difficile à chercher. Si vous avez moins l'habitude de bouger, bon bah, l'intensité, vous allez la trouver plus vite. Donc l'effet sur votre corps, il va être plus immédiat. Donc ça, c'est très dépendant de votre propre histoire de vie. Pour les personnes âgées, on va être grosso modo sur les mêmes recommandations pour les adultes. Par contre, on va renforcer quelque chose pour maintenir ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, c'est quoi? C'est notre capacité à ressentir ce qui se passe dans le corps. D'accord? Pas être coupé, donc ce qu'on appelle en dissociation par rapport aux sensations corporelles, mais être vraiment capable de ressentir ce qui se passe. Hyper important pour notre autonomie sur le long cours. Donc on va rajouter à force, souplesse, cardio, un 4e pilier qui va être l'équilibre. D'accord? Des exercices d'équilibre pour, à nouveau, favoriser une autonomie et un bon fonctionnement des différents systèmes corporels dans un corps qui peut être un petit peu plus fragilisé, simplement par le temps. D'accord? Et qui est juste un phénomène naturel, hein, à nouveau. Mais on peut accompagner le corps à vieillir dans les meilleures conditions possibles. C'est un petit peu ça le but. Donc 3 niveaux de recommandations dans lesquels vous pouvez vous situer en fonction de où vous en êtes dans la vie et qui vous donnent une piste, en tout cas, d'accord? Un cadre. Ça veut dire quoi mes besoins physiologiques essentiels? D'un point de vue activité physique déjà, voilà les recommandations aujourd'hui basées sur la science. Il y a 2 règles qu'on peut s'appliquer déjà, parce qu'on peut se dire: «Oh là là, mais moi 3 sessions par semaine, c'est pas possible, ou j'ai pas le temps d'aller à la salle 1 heure, tout ça, ou d'aller faire des cours, ou j'en sais rien, ça coûte cher». Il y a plein de choses qui peuvent nous bloquer. Pas de souci. Posons 2 règles, d'accord? La première, c'est la règle des 3 fois 30. Quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de se dire: «J'ai 30 minutes d'activité 3 fois par semaine». 30 minutes, ça peut passer. C'est déjà plus facile que de caser 1 heure. À nouveau, on peut la faire chez soi, comme on peut la faire, à l'extérieur, comme on peut la faire dans une salle ou dans un endroit dédié. Ça dépend aussi de votre mode de fonctionnement. Je vais vous parler un petit peu de profil comportemental dans le changement d'habitude tout à l'heure, pour, vous permettre de passer à l'action. Ça dépendra un petit peu de vous. Mais déjà, 30 minutes, 3 fois sur la semaine, ça fera une différence radicale dans votre qualité de vie. Donc on va se dire que c'est pas si énorme. 30 minutes, c'est faisable. Mais surtout et avant tout, toute activité compte. Même si vous pouvez faire que 10 minutes, c'est déjà super. Il vaut mieux faire 10 minutes que se mettre la pression pour faire 30 minutes à 1 heure et finalement pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. Personnellement, je suis jeune maman. J'ai un petit bébé à la maison. Bah, moi qui ai une pratique sportive très régulière depuis des années, j'ai pas du tout pu faire pareil. Mais finalement, bah, j'allais grignoter 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et déjà ça fait une énorme différence, d'accord? Donc toute activité compte. Monter les escaliers, plutôt que prendre l'ascenseur. S'arrêter à une station de métro, un arrêt avant pour marcher 5 minutes de plus. Tout compte au service de votre santé, d'accord? On va chercher, des petites victoires à droite, à gauche. Progressivement, on les normalise et on répond de plus en plus à nos besoins physiologiques. Donc on ne se met pas la pression sur un côté très scolaire. C'est remettre du mouvement dans notre quotidien, d'accord? Toute activité compte. Donc pas de pression par rapport à une performance ou quoi que ce soit. On veut juste mettre le corps en mouvement et dépenser un peu une énergie supplémentaire à celle qu'on aurait quand on est au repos. C'est ça la définition de base. Maintenant qu'on a dit ça, on va passer à concrètement, qu'est-ce que j'en retire? Déjà à ce stade, vous avez peut-être déjà des questions, des interrogations, des commentaires peut-être. Donc n'hésitez pas déjà à les noter, à les passer sur le chat pour tout à l'heure,
On va les noter pour pouvoir les poser, d'accord? Sur cette partie, exploration. Et on va pouvoir passer à la dernière étape. Déjà, j'aimerais lever quelques mythes. Souvent, on va nous dire: «Ah non, mais moi, j'ai pas le temps». Et c'est vrai, hein, on a des quotidiens très, 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 très remplis. Donc je reviens sur ce que je viens de dire. Même 10 minutes d'activité par jour ont des bénéfices mesurables, d'accord? Moi, j'ai des clients d'entreprise que j'accompagne, pour réguler leur stress, je leur envoie des audios de 1 minute. 1 minute avant une réunion, avant de rentrer à la maison pour couper la journée. Et puis après, ils vont faire, 2-3 mouvements à la maison pour bien couper et se faire du bien et venir relâcher les tensions corporelles de la journée. Et ben, je peux vous dire qu'au bout de 3 mois, au bout d'un mois, on fait des points de suivi, punaise, c'est pas du tout la même chose. Effectivement, je vois la différence. Effectivement, j'arrive à mieux déconnecter. J'ai plus, la to do dans la journée, parce que j'ai mis en place ce rituel. Donc on ne se met pas la pression, on n'est pas là pour dessiner des corps, je sais pas quoi, voilà, il y a un imaginaire autour de c'est quoi un corps en bonne santé, qui est purement esthétique. Donc on n'est pas là pour parler de ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Un corps en bonne santé, c'est un corps qui se voit adresser ses besoins physiologiques et psychologiques essentiels. Dans les besoins physiologiques, c'est juste du mouvement quotidien, d'accord? Et en fonction d'où vous partez, ça peut être des petites choses et cette petite chose, elle fait déjà une énorme différence. Et grâce à cette petite chose, vous allez prendre confiance en vous et vous allez pouvoir avancer encore plus. Donc, le «je n'ai pas le temps de faire du sport», on n'y croit plus, d'accord? On lève cette croyance et on trouve dans son quotidien les 5 minutes qui vont déjà faire la différence par rapport à hier. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième, c'est: «Ah non, mais il faut aller à la salle pour être en forme. Ou il faut aller faire des cours». Pas forcément, en fait. Se dire que je mets de l'activité physique dans mon quotidien, ça peut vouloir dire marcher, ça veut pouvoir dire, ça peut vouloir dire, prendre les escaliers, faire du jardinage. Toute activité, en fait, est bonne à prendre. À nouveau, bon, je vous dis, moi j'ai les exemples récents personnels, jeune maman, j'avais pas le temps de partir 1 heure, et cetera. Bon, bah, je m'assurais de marcher tous les jours suffisamment. Le porte-bébé, la poussette, peu importe, mais j'avais mes 30 minutes, mon heure et sans ça la le quotidien n'est pas le même. Donc on se prend pas la tête. Si vous partez de loin, on n'est pas là pour se mettre la pression, on en a déjà assez suffisamment, dans notre quotidien professionnel. Dites-vous vraiment, c'est se mettre en mouvement. Plus vous allez vous mettre en mouvement, plus vous aurez envie de vous mettre en mouvement, que vous allez ressentir les bienfaits, immédiatement et sur le long terme. Donc souvent, ça c'est le feedback de mes clients. Ils vont me dire: «Bah effectivement, bah j'ai commencé à m'arrêter 1 à 2 arrêts avant et en fait depuis que j'ai fait ça, bah c'est vrai que je me sens mieux la journée et pour le coup maintenant, bah on fait, 30 minutes de yoga avec les collègues 1 fois par semaine. On se retrouve après le boulot et puis on va à un petit studio qui est à côté». Bon, ils ont lancé une initiative. On s'était pas du tout mis ça comme objectif au début, on a juste amélioré un petit peu le quotidien et ça enclenche des cercles vertueux. Et surtout, le fait de mettre de l'activité physique au quotidien est devenu un réflexe. «Ah bah non, finalement, c'est qu'à 20 minutes à pied par rapport à 10 minutes en métro, bah non, bah j'y vais, ou en voiture. Bah non, bah j'y vais à pied». Donc déjà ça, énorme différence. 3e mythe, le sport, c'est forcément désagréable et difficile. Je vais être nulle. Ça aussi, anxiété de performance dans le sport. L'activité bonne pour vous, c'est celle qui vous plaît. D'accord? Il y a pas je vous ai donné les triptyques idéaux. Maintenant, si vous me dites: «Bah, en fait, non, j'ai pas pu, dédier de temps, à l'activité physique pour X et X raisons depuis un moment, ou pas à la hauteur de ce que je voudrais», on se met pas la pression. Puis on n'est pas là pour performer, on est juste là pour se mettre en mouvement, puisque tout mouvement est bon pour le corps. Donc trouvez l'activité qui vous convient et ce qu'on dit beaucoup, c'est celle qui vous fait plaisir. C'est assez intéressant parce qu'il y a toute un département de recherche, à l'université de Stanford aux États-Unis, qui s'intéresse à ce qu'on appelle les sciences du bonheur. Et donc il y a les sciences du bonheur au travail. C'est un croisement de neurosciences, de psychologie, de sociologie, de management, c'est passionnant.
Et ils ont commencé à utiliser un autre terme dans les triptyques d'équilibre, individuel et collectif. Et ils disent, il faudrait peut-être même arrêter de parler de sport, il faudrait parler de play, de jeu. Si vous avez des enfants, ou vous en avez, dans votre entourage, vous les voyez courir partout, s'amuser partout. Ils sont pas en train de se dire, «Je fais du sport pour ma santé». Ils bougent spontanément. Bah, c'est un petit peu la même philosophie, c'est de se dire: «Il faut juste trouver des activités qui nous font plaisir, qui nous rendent vivants, qui nous permettent de partager des moments avec des personnes, qu'on apprécie ou simplement à l'inverse, de se retrouver avec soi-même et de juste être tranquille et dans notre bulle, dans la pratique qu'on a trouvée». Mais la pratique qui sera bonne pour vous, qui sera efficace corporellement, c'est celle qui vous fait plaisir. Donc on essaie de sortir de l'anxiété de performance. On essaie, pas nécessairement de se mettre des objectifs ou une pression, sauf si vous êtes quelqu'un qui est câblé indicateur. Dans ce cas-là, c'est votre manière de fonctionner, donc pourquoi pas? Hem, mais vraiment j'insiste sur le fait de si vous voulez accéder à ces bienfaits, vous mettez pas la pression parce qu'en fait, si vous commencez à aller sur des choses qui vous paraissent performantes ou qui vous donneraient des objectifs esthétiques avant tout, c'est pas ça qui va vous permettre de garder une activité régulière. D'accord? On va regarder, mais les piliers, ils sont un peu différents pour maintenir de la régularité, qui est finalement ce qu'on veut. Et puis le risque aussi, c'est de se dire: «Ah ben non, mais en fait, c'est difficile, mais en fait, j'aime pas ça, mais en fait, je suis nulle». Il y a pas de tout ça, d'accord? Et puis vous êtes en compétition avec personne. On est vraiment là pour améliorer notre qualité de vie. Fin de l'histoire. Donc il faut d'abord trouver l'activité qui vous plaît. Puis après, vous verrez s'il faut peaufiner, si vous avez d'un coup, souvent, moi, ce que je vois chez mes clients, par exemple, c'est des personnes qui vont, se mettre à un sport vraiment plaisir et puis d'un coup, par exemple, beaucoup de gens qui font du yoga. Ils vont me dire: «Ah bah oui, le yoga, ça me fait du bien et puis on se met moins la pression, ah des fois, c'est un peu physique quand même, tout ça» et puis pour le coup, je me suis rendu compte que j'étais pas assez musclée. J'avais besoin d'un dos et d'abdos plus musclés. Donc j'ai commencé à faire des sessions de renforcement. Ah bah parfait! Donc en fait, à la base, c'est une personne qui aurait pas du tout fait de renforcement parce que ça lui plaît pas. Mais comme elle aime faire du yoga et qu'elle a envie de continuer à se développer dans cette activité, bah, elle sait pourquoi elle fait du renforcement musculaire. Donc elle fait de la souplesse et de la force avec le yoga, elle fait du renforcement par ailleurs et puis typiquement, on va dire: «Bah, comment on remet du cardio?» «Ah bah, je fais de la marche rapide les dimanches». «Ah bah, parfait» ou «Je fais de la natation». «Mais c'est tous les 15 jours». «C'est pas grave». Et puis tu verras, ça se trouve dans 15 jours, dans quelques mois, tu auras envie d'y aller tous les dimanches. Donc voilà, on y va par étapes et on trouve des choses qui nous font plaisir et souvent ça crée des cercles vertueux derrière, d'accord? Mais réfléchissez d'abord en: «Qu'est-ce qui me fait plaisir?» plutôt de: «Quels sont mes objectifs?» C'est ça en tout cas qu'on observe en termes de réussite. Dans un quotidien chargé, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire privilégier tout ce qui est déplacement actif, le vélo, la marche. On parle des fameux 10 000 pas. C'est un bon indicateur si vous aimez fonctionner comme ça. Si vous attendez, vous avez des temps d'attente, des fois, vous avez un rendez-vous, vous attendez entre 2 visios, entre 2 clients, bon, bah, c'est des moments où on peut se faire quelques sessions d'étirement, d'accord? Vous tapez, exercice de yoga sur chaise, vous faites quelques étirements, quelques torsions. Il y a des personnes qui vont faire des petits engagements musculaires pour dire: «Allez, j'en profite pour engager la sangle abdominale». En plus, c'est très discret, ça permet de mettre un petit peu de mouvement au quotidien. On va parler également de snacking d'exercice. Ça pareil, le yoga sur chaise, c'est assez pratique pour ça, ou des méthodes de mobilité qu'on peut faire au bureau. On va venir faire des étirements, des petites torsions, des petites respirations pour, relâcher les tensions dans le corps, des trucs qui durent pas très longtemps, mais à la fin de la journée, eh ben, vous êtes pas la même personne. On va privilégier l'escalier plutôt que l'ascenseur. On va, programmer des sessions d'activité physique comme des rendez-vous aussi importants que votre rendez-vous médical, que votre réunion, professionnelle. Et souvent, ce qui est pas mal, c'est de s'engager auprès de quelqu'un. Se dire, tous les mercredis, je retrouve, Sophie pour, le cours de pilates, pour le cours de, running. Et le fait de s'engager auprès de quelqu'un, ça renforce l'engagement. Tout court et donc la régularité et le plaisir. Et c'est le plaisir qui nous fait rester, engagés plus longtemps, donc que du bonheur. Pour rester motivé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut également comprendre notre profil de changement d'habitude.
Je vous invite, si vous parlez anglais, alors malheureusement, c'est qu'en anglais, mais si vous parlez anglais, je vous invite vraiment à aller découvrir ce quiz. Ça s'appelle le quiz des 4 tendances. C'est une psychologue qui s'est intéressée, je vous montre à l'écran, donc Gretchen Rubin qui, a construit, a identifié 4 profils de changement d'habitude qui nous permettent de comprendre comment passer à l'action. Parce que souvent on se dit: «Allez, 1er janvier, je me mets au sport, je fais ci, je fais ça». Le 1er mois, on est à fond et puis après tout disparaît. Un grand classique. C'est que souvent on met pas trop d'intelligence dans notre manière de changer d'habitude. On est tous capables de changer d'habitude, c'est ce qu'on appelle le principe de neuroplasticité. Notre cerveau, il est toujours capable de changer, mais il y a des résistances. Comment on lève ces résistances? En comprenant son profil comportemental. Donc vous faites ce quiz, il est gratuit et on va vous donner des conseils sur, vous, selon votre mode de fonctionnement, qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que c'est de vous poser des objectifs? Est-ce que c'est de vous engager auprès de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est de faire un programme, précis? Est-ce que c'est de construire un programme à l'intuition? Est-ce que voilà, on va vous donner des conseils sur comment vraiment passer à l'action. Je vous encourage vraiment à le faire. C'est très intéressant. Le pouvoir du groupe, de manière générale, augmente vraiment les chances de maintenir une routine. Le fait de se poser des objectifs qui sont alors à nouveau, hein, c'est surtout si vous êtes, câblé, indicateur, tout ça, ça marche très bien, mais d'être concret et d'être réaliste. On veut pas des objectifs forcément esthétiques, on veut pas forcément, des choses, voilà, on va pas dire: «Allez, Ironman dans 2 ans». Non, c'est pas le but. Enfin, pas nécessairement, si vous voulez faire un Ironman, OK. Mais en tout cas, quelque chose de réaliste, d'accord? Spécifique, mesurable, concret, parce que si on se donne des objectifs un peu généraux, je vais me remettre au sport, ça veut pas dire grand-chose. Donc réfléchissez vraiment. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Avec qui je vais le faire? Est-ce que le niveau d'exigence est réaliste par rapport à ma condition actuelle? Ou qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour y aller? Est-ce que je vais y prendre du plaisir? Heu, je vais commencer sur 3 mois, je vois comment je me sens, je vois si c'est l'activité qui me convient. Voilà, on fait les choses par étapes. Pas hésiter à varier les activités. D'accord, en faire des moments fun avec des proches, des collègues. Et pas hésiter aussi à célébrer vos victoires. Ah, ça fait 3 mois qu'on fait une activité ensemble, on va fêter ça, on va faire un repas. On va se faire un geste pour, célébrer, valoriser tout ça et donc s'encourager à continuer. Un exemple de programme hebdomadaire équilibré, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple le lundi, je fais en sorte d'avoir 30 minutes de marche rapide. Ça peut être le matin, pendant une pause déjeuner, voire avec une réunion au téléphone. J'ai beaucoup de clients qui font ça maintenant, les réunions debout, les réunions au téléphone où ils se mettent à 2 et ils se disent: «On n'a pas besoin de projeter, on va en profiter et puis on va faire notre réunion en marchant». Bon, parfait. 20 minutes de renforcement à domicile, des pompes, du gainage, hyper important, quelques squats. C'est juste 20 minutes et c'est le mardi. Le mercredi, soit je me déplace à pied, soit je prends le vélo. Je prends les escaliers s'il y a des escaliers. Le jeudi, je vais faire 30 minutes de course de vélo ou de natation. Le vendredi, je vais faire 20 minutes d'étirement, de yoga. Le week-end, j'en profite. Je fais une activité plus longue, mais par exemple en plein air, en famille. On va faire une randonnée, on va faire une sortie vélo. Et puis tous les jours au réveil, on prend le temps de faire quelques étirements. Des routines d'étirement matinales sur YouTube, vous en avez par milliers. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut être très accessible, d'accord? Vous en trouvez une qui vous plaît, puis après vous en faites un automatisme. Vous voyez, c'est pas si énorme dans un quotidien. En tout cas, j'espère. J'espère que ça vous donne bon espoir en vous disant: «Oh ça se fait». Pour autant, oui, on a bientôt terminé. Heu, Avant de se lancer, il y a toujours des précautions à prendre et des éventuels signaux d'alerte pour ne pas faire n'importe quoi. Si vous avez le moindre problème de santé, évidemment, vous consultez d'abord votre médecin pour savoir s'il y a des choses à savoir. Si vous avez, par exemple, admettons que vous alliez à la salle de sport, c'est important de connaître ces problématiques pour pouvoir les communiquer au coach, qui puisse adapter l'activité à vous puisque évidemment, le risque de blessure, il est là. Donc demandez à votre professionnel de santé s'il y a des choses particulières à savoir, d'accord? Et idéalement, même qu'il vous donne des indications pour que vous sachiez vous adapter et ne pas dépendre du coach, uniquement. Toujours, et c'est pour ça que je l'ai mis en gras, écoutez votre corps, respectez vos limites. Si à un moment donné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est excessif, que c'est trop, ne vous poussez pas parce que vous avez l'impression que tout le monde le fait ou que c'est ça de performer dans le cours. Si votre corps vous dit stop, il y a une raison. Après, il faut comprendre pourquoi. D'accord? Mais écoutez-vous avant tout. Pour ça, c'est important de savoir faire la différence entre une bonne et une mauvaise douleur. Dans le sens,
Un étirement, ça peut être intense, mais c'est pas de la douleur. C'est intense. Versus, non, là j'ai mal, il y a un problème. Je suis mal alignée, je suis pas en train d'engager le bon muscle, ce mouvement il est pas adapté à ma problématique. Donc très important de travailler ça avec votre coach, avec votre médecin, pour vraiment être capable de qualifier votre proprioception. Vraiment comprendre ce que vous ressentez dans votre corps. Ne jamais passer à côté de l'échauffement. Arrivez bien en avance aux cours si vous faites des cours collectifs. 3 à 5 minutes au moins et avoir un petit temps de récupération. À nouveau 2-3 étirements, qui vous font du bien. On les oublie parfois dans certaines sessions. Si vous faites des cours collectifs, faites-les au moins à la maison après. Enfin, les signes d'alerte à avoir qui vous disent: «OK, stop», évidemment, toute douleur thoracique, des vertiges, un essoufflement qui va être un peu anormal. Je ne parle pas du running où vous poussez un petit peu. Tout de suite vous consultez, d'accord? Il faut vraiment être vigilant là-dessus. L'activité physique, c'est absolument un pilier essentiel. Pour autant, en fonction, de notre, parcours, de soins, il faut vraiment le faire en bonne intelligence avec les bons professionnels. En conclusion, mesdames et messieurs, on commence petit, mais on pense grand. On peut vraiment changer notre qualité de vie avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Chaque mouvement compte, même le plus petit. Le meilleur sport que vous puissiez faire, c'est celui qui vous fait plaisir. Investir dans votre santé dès aujourd'hui, c'est vraiment investir dans votre mieux-être de demain, dans votre autonomie d'encore après. Donc ma question pour vous, c'est: quelle activité me fera plaisir demain? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si c'est pas déjà dans ma routine. Et je vais terminer en vous demandant: quelle est l'information clé avec laquelle vous repartez aujourd'hui? J'espère que vous aurez, voilà, que ça vous aura apporté, plein de petites informations que vous n'aviez pas, peut-être une vision un petit peu différente. On va pouvoir ouvrir les questions, Rémi. Mais en tout cas, merci pour votre écoute et bravo d'avoir été là, d'avoir, pris du temps sur cette question. Merci beaucoup à vous, Tani, pour nous avoir présenté cette belle visioconférence et merci bien sûr à la MMJ d'avoir pu l'organiser aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat en bas à droite de votre écran si vous avez des questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées en cours de cette visioconférence. On va les poser et pendant ce temps, je vous propose également de répondre à un petit sondage qui va s'afficher devant vos écrans afin de nous donner votre retour sur cette visioconférence. Alors, une question qui est arrivée assez récemment. Qu'est-ce que c'est que le snacking d'exercice? Le snacking d'exercice, c'est l'idée de se dire qu'on ne va pas faire une demi-heure de session, par jour ou par, tous les X jours. C'est vraiment de se dire: «On fait des petits exos tout au long de la journée. Tiens, je fais un petit étirement par-ci et puis, une demi-heure plus tard ou entre 2 réunions, je fais un petit étirement par là. Ah bah tiens, j'attends avant la prochaine visioconférence, je vais engager mes abdominaux juste pour, gainer un petit peu». Voilà, donc c'est l'idée qu'on intègre des tout petits exercices tout au long de la journée. C'est ça le snacking d'exercice. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé du rôle du sport, notamment dans le traitement de l'anxiété, du stress et des choses qu'on peut ressentir au quotidien, avec la charge de travail notamment. Est-ce qu'il y a des types de sport ou des activités qui sont particulièrement adaptées aux personnes qui ressentent beaucoup ce stress ou cette anxiété? Oui, je pense que le yoga, c'est vraiment une discipline qui est hyper intéressante. Elle va intégrer une vraie intelligence du corps. Elle peut être plus ou moins sportive, c'est-à-dire que vous pouvez aller vers des pratiques qu'on appelle du vinyasa, qui vont être assez dynamiques si vous aimez quelque chose de plus cardio. Mais à l'inverse, on peut avoir des choses beaucoup plus lentes. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va travailler force, souplesse, on peut travailler un peu le cardio. On a une réflexion anatomique qui est très intéressante. Et on va vraiment travailler sur la régulation du système nerveux. C'est ça qu'on veut quand on veut gérer le stress. Donc intéressant pour apprendre à revenir en parasympathique. Donc c'est vraiment l'exemple qui me vient. Merci beaucoup. On a un témoignage également dans le chat qui nous dit: «Pour moi, le sport est un défouloir. Merci Ouais, beaucoup pour votre intervention, ça me conforte dans ce que je pensais». Donc encore une fois, merci à vous génial. Tani pour, cette visioconférence aujourd'hui. Combien de temps par semaine, ça vous avez un petit peu parlé, mais ça je trouve important de revenir dessus. Est-ce qu'on a une idée, on va dire ferme du temps qu'il faudrait passer par semaine, sur une activité physique pour en ressentir des effets positifs sur le mental? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette temporalité, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc déjà, on va se dire le minimum du minimum, c'est cette règle des 3 fois 30. Pour ressentir un bienfait, on veut 3 fois 30 minutes par semaine. Ça, c'est le minimum. L'idéal, ça va être 2 sessions d'1 heure par semaine en intensité modérée. Donc c'est un truc sur lequel vous êtes plutôt à l'aise. D'accord?
1 heure et demie, donc un petit peu moins, si vous faites des activités intenses. D'accord? Admettons que vous vous remettez à courir et puis vous vous mettez un challenge, puis vous essayez de monter un petit peu en compétence, en niveau. On peut faire moins de temps, mais en fait, ce qui va compter plus que l'intensité, c'est la régularité. Dites-vous vraiment ça. Il vaut mieux faire 3 fois 30, mais vraiment tenir dans la durée, que se faire une grosse session, mais toutes les 15 jours. Merci beaucoup. Dans le cas où on a des pathologies spécifiques, une personne qui nous écrit dans le chat des douleurs chroniques au dos, au genou, de l'arthrose, est-ce qu'on a un praticien particulier à aller consulter pour qu'il puisse nous orienter vers une pratique ou une autre? Complètement. Alors déjà, je pense que le kiné est une bonne étape. Le kiné ou le chiropracteur vont pouvoir déjà établir un diagnostic et vous dire les sports les plus adaptés. S'il y a vraiment beaucoup de pathologies, à nouveau, je vous donnais l'exemple du yoga qui est vraiment, je trouve une activité physique très intelligente. Hésitez pas à vous orienter vers la yoga-thérapie, où là, vous allez avoir des praticiens qui sont formés à l'accompagnement des troubles physiques et somatiques, et psychiques, pardon. Donc pour le coup, la yoga-thérapie, ça peut vraiment être intéressant, pour être sûr d'avoir quelqu'un qui est vraiment formé à l'accompagnement de ce type de troubles. Ce qui est pas le cas de tous les coachs sportifs. Donc d'abord kiné ou chiropracteur, ça peut être un très bon ostéo. Et puis derrière, yoga thérapeute ou toute personne formée à l'accompagnement des parcours de soins, avec l'activité physique. Merci beaucoup. On va revenir aussi sur cette notion de douleur qui apparaît également dans le chat et que vous avez évoqué. Vous avez parlé de bonnes et de mauvaises douleurs. Et la question qui est dans le chat, dois-je faire forcer mon corps pour vaincre la douleur? Dois-je faire forcément, pardon? Dois-je faire forcer mon corps pour vaincre la douleur? Non, 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 on est complètement d'accord. Alors il y a 2 choses. Des fois, on appelle douleur une sensation intense. Je vous donne un exemple, un étirement en yoga, on peut avoir quelqu'un qui nous dit: «Aïe, aïe, 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 j'ai mal», et en fait, elle ressent un étirement dans son mollet qui est pas assez souple. Donc effectivement, elle a une sensation qui est intense, on va réguler, mais on veut maintenir une sensation. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'il faut, pour faire bien un mouvement, il ne faut pas avoir trop de sensations. Une sensation, ça montre que ça travaille. Une douleur, c'est vraiment un signal du corps qui dit: «Ça, c'est pas normal. Je suis en train de forcer sur mon genou, j'ai une douleur du dos qui est chronique et pour le coup, ce mouvement, il est pas du tout adapté parce que j'ai pas aujourd'hui la force et la souplesse pour pouvoir le tenir correctement, et cetera». Donc là, vous allez sentir un pic. Donc ça, c'est très personnel, mais je vous invite vraiment à éventuellement, hein, avec votre coach sportif ou avec le médecin, à creuser sur: «Est-ce que là, je ressens un étirement qui est un petit peu intense et dans ce cas-là, je peux revenir un petit peu?» Comment savoir, en tout cas individuellement, comment faire la différence entre les 2, pardon? Souvent, c'est avec la respiration. Si vous allongez la respiration, les tissus vont s'assouplir naturellement et normalement, l'intensité va diminuer. D'accord? Donc vous allongez l'expiration, c'est ça le secret. Vous allongez l'expiration et normalement, le corps va un peu se détendre et ça va être un peu plus facile. Si ça se passe, c'est que vous êtes sur une intensité et dans ce cas-là, il faut peut-être réguler l'intensité pour que ce soit moins intense. Pour autant, la sensation montre que vous travaillez. À l'inverse, si en respirant, ça ne change pas, là, vous êtes sur une douleur et vous sortez délicatement de la posture et vous arrêtez. D'accord? Vous en parlez au coach, vous lui dites: «Moi, j'ai eu mal dans telle position», c'est à lui ou à elle de vous proposer des alternatives. Très bien, merci beaucoup. Nouveau témoignage dans le chat. J'ai mis en place des séances de sport 2 fois par semaine de Génial. 30 minutes sur mon lieu de travail avec des collègues à la suite du Covid, animé par un coach en visio. Votre présentation ne fait que renforcer mon initiative. Merci. Alors effectivement, Bravo. merci encore pour votre intervention et bravo à vous d'avoir réussi à mettre en place ça. Et ça nous amène à une autre question. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser aujourd'hui les dirigeants et les RH en entreprise à l'importance du sport pour la santé mentale des collaborateurs et pourquoi pas en venir un jour à ce genre d'aménagement sur alors pas forcément sur le temps de travail, mais avec les collègues, en tout cas en entreprise. Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec eux à ce sujet? Écoutez, je pense qu'il y a le 1er point, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Moi, j'ai de nombreux clients qui ont intégré, la session de yoga ou de sport en fin de journée les lundis ou les vendredis. C'est pas obligatoire, c'est mis en option, c'est payé par l'entreprise. Ça fait un temps de team building, qui est hyper intéressant et qui est régulier. Donc déjà, on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Si vous vous renseignez sur les entreprises qui ont lancé des initiatives, d'activité physique en entreprise, vous en aurez plein. Donc déjà, parler avec vos RH de proximité, avec vos dirigeants, avec vos managers et dire: «Ah bah tiens, regarde, voilà ce que fait telle et telle entreprise, puis voilà l'impact que ça a sur les collaborateurs. Est-ce que ça n'aurait pas du sens qu'on fasse la même chose?»
Des exemples, aujourd'hui, on en a plein. Donc c'est le premier facteur. Est-ce Puis que le vous, deuxième, vous en effectivement, auriez? c'est d'être incarné. Est-ce que Bah, vous on en va avez? avoir, oui, bah, bien sûr, je sais pas, ça va être, dans les entreprises, des grands groupes. Je sais pas, bah, là, actuellement, je suis chez VO2 Group, qui est un cabinet de conseil, ça peut être PwC, Deloitte, et cetera. Tous les cabinets de conseil, aujourd'hui, ont leur salle de sport intégrée avec de l'activité physique tous les midis et tous les soirs. L'idée étant de vraiment permettre l'activité physique quotidienne des collaborateurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec, des cabinets d'experts comptables, d'avocats, des PME qui me faisaient intervenir plusieurs fois par semaine, pour les collaborateurs, soit très tôt le matin, soit en fin de journée. On va avoir du Blablacar, pareil, qui va organiser des sessions toutes les semaines pour ses collabs. À nouveau, c'est pas obligatoire, c'est mis à disposition. Il y a toujours un groupe, qui est là, il y a un coach régulier qui intervient. Et vraiment, souvent, et c'est ça, je peux vous le dire d'expérience aussi, quand les entreprises se lancent, elles reviennent pas en arrière. Elles s'arrêtent pas. Merci beaucoup. On va terminer avec cette dernière question. Vous l'avez encore évoqué aujourd'hui au cours de ces visioconférences. Est-ce qu'il y a, et quel est-il, un impact du sport sur la concentration, la productivité ou la créativité au travail? Est-ce que ça fait partie des arguments qui sont avancés justement pour convaincre les décideurs dans les entreprises d'instaurer des temps de sport? Tout à fait. On en parlait tout à l'heure, on voit un impact immédiat, sur les fonctions cognitives. Quand vous bougez, vous respirez plus. En respirant plus et en respirant mieux, vous avez une meilleure oxygénation du cerveau et on observe une amélioration de 20 à 30 de la concentration. Donc, on voit vraiment un impact qui est immédiat, et même avec une activité qui est très courte. C'est-à-dire que vous pourriez faire 15 minutes de mouvement, que vous pourriez voir un effet positif déjà sur votre concentration. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on recommande aux personnes qui ont du mal à se concentrer. C'est-à-dire que si un jour vous êtes en pleine activité, mais en fait vous avez du mal à vous mettre sur votre sujet, à rester dedans, vous faites une pause, vous sortez ne serait-ce que marcher un quart d'heure, une marche un petit peu soutenue, et vous verrez, vous reviendrez, vous serez mieux. Donc effectivement, aujourd'hui, si vous voulez des indicateurs à l'appui pour convaincre vos équipes, c'est très facile à trouver. Merci beaucoup, Tani Perro Ramirez, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette belle visioconférence proposée par la MMJ, la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité. Une visioconférence que vous retrouverez en replay sur le www.apivisio.com et ce jusqu'au 13 août 2025. N'hésitez pas à pouvoir visionner cette conférence à nouveau et en télécharger le document qui vous a été présenté aujourd'hui. Tani, on vous remercie beaucoup encore une fois pour votre intervention. Merci à vous. Très bonne journée. Pareillement, au revoir.